Bienvenue dans À ceux qui osent, le podcast aux conversations pépites et chaleureuses. Moi c'est Aubin, psy et podcasteur à mes heures perdues. Je vais à la rencontre de gens qui ont eu l'audace et le courage d'oser. Le matin de mon anniversaire, j'ai eu le plaisir de prendre la route et me rendre dans la cité ardennaise où mon invité effectue besogne. Et oui, c'est mon intro, j'utilise tous les mots compliqués que je veux. Je me suis entretenu avec Caroline Prévinaire. Elle est comédienne, auteure, scénariste, en somme storytelleuse. Elle a notamment co-créé et mis en scène le podcast thriller agrippant Doulange, ainsi que fondé le magazine en ligne de podcast La Voix dans ta tête, qui regorge d'outils et de tips pour jeunes podcasteurs. Et dans cet épisode, on parle de ce que c'est d'avoir un parent qui a réussi, de la pression que cela engendre, des attentes de l'entourage. Caro se remémore même les coups bas de certains profs à l'UNIF et de leurs remarques acerbes, voire minimisantes. On parle de théâtre, de ce que c'est qu'être comédien, mais aussi de la difficulté de devenir mère dans cette industrie, particulièrement lorsqu'on se veut carriériste. On parle de travailler en équipe, de vérité, d'inspiration, de doute, de sens, d'avoir une vision, d'entreprendre et puis de lâcher prise, de renoncer à ce qu'on a longuement entrepris. C'est un épisode doux et intense à la fois, un mélange particulier qui ne laisse certainement pas indifférent de réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et à la chaîne YouTube Aubin Zaguera. Subscribez également à la page Insta À ceux qui osent pour retrouver toutes les exclus, making-of et pour être au courant des dernières sorties. Surtout, likez et lâchez un commentaire sous l'épisode, ça ne vous coûte presque rien, mais ça m'aide énormément pour le référencement du podcast. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. Elle a commencé la maternelle ou quoi ? Non, pas encore. Exactement. C'est bien, c'est une libération. C'était mieux la crèche parce que la crèche, ça dure pendant les vacances aussi. Ouais. Ouais. L'école, ça s'arrête pendant les vacances. Donc C'est c'était vrai. bien la crèche, moi. Mhm. Elle pouvait rester à la crèche encore un peu. Ouais. Aïe. Bienvenue Caroline Mais merci, écoute. dans À ceux qui osent. Ça fait un petit temps que je me suis dit que ce serait sympa de t'avoir dans l'émission. Eh ben, écoute, ça me fait très plaisir d'être là, même si j'ai peur. Même si t'as peur. Et c'est marrant parce Je que sais du pas coup, ce qui m'attend. t'es habitué à ce monde du podcast, Mhm. à l'audio. Et quand bien même, c'est quand même un exercice particulier de se faire interviewer et tout. Ouais, parce que là, c'est parler de soi. Ouais, c'est C'est vrai. pas pareil, quoi. Mais non, t'inquiète. T'as écouté certains épisodes avant ? J'ai écouté un tout petit peu. Ok. J'ai Bah, trouvé ça très sympa. franchement, c'est tout chill. C'est vraiment une conversation. On va Ouais. pas- je vais pas te mettre dans le mal. Ok. Ah, ça, tu sais pas en fait. Mais peut-être... Non, j'en sais rien du tout, quoi. Il y a peut-être des questions pièges à un moment donné. Non. Je vais ah. peut-être dire des bêtises aussi, ce qui est fort possible. C'est quoi. vrai. Mais t'as dit qu'il y aurait du montage, donc je mise dessus. Yes. Alors, pour nos chers auditeurs qui se demandent mais qui est Caroline Prévinaire, eh bien, c'est une comédienne, auteure, scénariste. Elle se définit comme ceci. Je suis une storytelleuse et entrepreneuse qui espère réveiller l'être créatif qui sommeille en vous. Si ça, c'est Ouais. pas super beau. Ouais. Pourquoi tu sembles gêné de cette propre autodescription ? Mais parce que c'est des descriptions de réseaux sociaux, Ouais, c'est vrai. c'est C'est tout de suite un peu plus cringeant quand on le dit en vrai. Complètement. Ah non, ça va. Moi, j'aime bien. Parce que storytelleuse, ça englobe tellement d'autres choses, tu vois. Tout à fait. Et tu écris des histoires, tu racontes des histoires, tu es conteuse. Ouais, mais oui, moi je suis comédienne à la base et donc je viens du... Quand je suis sortie de l'IAD, j'ai fait l'IAD il y a quelques années, je ne dirai pas l'année. J'ai fait du théâtre de rue et je retrouve... je dis souvent que je retrouve dans le podcast ce que je retrouvais dans le théâtre de rue. J'ai fait du théâtre de rue parce que le spectacle s'appelait « Il y a de la lumière chez le voisin » et on allait s'installer chez les gens. Et on projetait dans des fenêtres de maison des animations vidéo et des ombres chinoises. Et quand les personnages sortaient dans la rue, c'était nous qui sortions en vrai dans la rue. Et on allait s'installer dans le salon des gens, avec des gens qui faisaient la fête derrière nous parfois. Et on invitait tous les gens du quartier. Et on faisait ce spectacle avec vraiment une optique de la culture s'installe chez vous. On a été jusqu'en Roumanie avec ce spectacle-là, et qu'il a tourné pendant 7 ans. Et quand on a fait du podcast, je me suis rendu compte que j'avais exactement le même pouvoir, où je crée une proposition culturelle forte, ou en tout cas selon mes critères,
et que je pouvais l'emmener directement là où les gens étaient, c'est-à-dire sur leur téléphone portable. Et donc, je perdais ce côté de l'instant présent qui est absolument... j'en ai des frissons rien qu'en y repensant, du moment qui est partagé avec le public et où parfois tu as des gens qui se mettent à pleurer au milieu de la rue, au milieu de 100 personnes, et parce que tu leur as raconté une histoire qui les a touchés. Et ça, c'est des moments incroyables. Mais je gagne le fait que mon message existe toujours une fois que j'ai arrêté de le dire, et que je peux toucher beaucoup plus de gens. Et donc, je retrouve la même chose. Et donc, c'est pour ça que je suis podcasteuse. Oui, je réalise des podcasts, mais je réalise des histoires, que ce soit en faisant du théâtre de rue ou en faisant des podcasts. Voilà. L'idée, c'est de raconter des histoires. Et c'est encore plus beau parce que je me dis, avec il y a de la lumière chez le voisin, c'est que vous avez fait ça pendant quand même pas mal de temps. Et vous alliez chez les gens, quoi. Il y a un aspect beaucoup plus intime et de... Tu vas voir les gens, quoi. Et ça fait beaucoup plus... J'imagine ça doit faire beaucoup plus plaisir aux gens de... Les gens se sentent hyper privilégiés et ils invitent généralement toute leur famille. On leur dit qu'ils sont les bienvenus. Et donc, on a déjà fini à 4h du matin à mort bourré avec les propriétaires des maisons ou à un moment donné dans une magnifique maison et où ils avaient organisé leur pendaison de crémaillère, mais c'était gigantesque maison. Et on avait 3 représentations sur la soirée avec des centaines de personnes devant la maison, mais des centaines de personnes qui faisaient la fête à l'intérieur de la maison. À la 3e représentation à 23h qui était mort bourré et qui essayait de sortir par notre décor avec nous qui étions en pleine représentation. Et puis à un moment donné, quelqu'un qui ouvre la porte qui nous dit « Il est où le jacuzzi ?» On était « Mais il n'y a pas de jacuzzi, pars-toi !» Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que si, il y avait un jacuzzi, parce qu'on est quoi, ça sent le chlore en fait. Ouais. Il y avait un jacuzzi dans le sous-sol où ils étaient en train de faire la fête. Et on était là, bon, ok. Mais c'est des moments... C'est des moments hallucinants et des souvenirs. Voilà, faire 4000 km pour aller jouer en Roumanie pour des enfants qui n'ont jamais vu un spectacle de leur vie et on avait l'impression d'être Walibi, quoi. Ouais. Ils étaient sur le grand 8 de Walibi. C'était un truc de fou malade. Ils hurlaient non-stop. Ils s'amusaient comme des tarés et c'est des souvenirs de fou, quoi. Ah, c'est dingue. Parce que, pour retracer un petit peu ton parcours, hein, mais c'est que donc t'as grandi ici à Liège ou pas? Okay. Oui, liégeoise, pure souche, fière de l'être, yes, tout ça, quoi. On reste ici, le texte représente. Ouais. Et donc, tu te dis, à la fin de tes secondaires, j'imagine, j'ai envie d'être comédienne? Non, ma mère m'a mis... j'avais des cours de théâtre en primaire. Ok. Et puis elle m'a mis dans une école secondaire où il y avait du théâtre, se disant que je voudrais en faire, et j'ai fait du ping-pong. Et j'étais très mauvaise. Mais par contre, je faisais des cours de théâtre en dehors. Et donc, sur ma dernière année de secondaire, j'avais 8 heures de théâtre par semaine ailleurs, quoi. Ailleurs que mes cours à l'école. En extra scolaire. Voilà, à la courte échelle et à l'IFAPME, si je ne me trompe. Ouais. Je crois que c'était les cours de promotion sociale, oui, voilà. D'accord. Donc, je me suis préparée à ça. Mais t'aimais ça? T'aimais performer devant les gens ou qu'est-ce que t'aimais dans le théâtre pour en faire autant? Je t'avoue que je ne sais pas. Non, mais parce que j'aurais voulu être styliste aussi, j'aurais voulu être biologiste, j'aurais voulu être beaucoup de choses. Il y avait comme un chemin qui était tracé là-dedans. Et puis alors après, on entre dans la psychologie à 2 balles, mais mon père avait fait l'IAD avant moi. Et il avait excessivement bien réussi. Et donc, en fait, moi, j'ai été me planter à l'IAD. Comment ça, excessivement bien réussi? Ah bah, c'est un homme qui a fait réalisation à l'IAD, mais qui a inventé un système de prise de vue aérienne par hélicoptère radiocommandé et qui a 2 Oscars et un Emmy Award. Et qui, à l'IAD, avait, pour certains de ses travaux, il avait gagné la main d'Hitchcock pour un de ses films qui était un des prix que les écoles de cinéma pouvaient gagner. Et il avait eu 20 sur 20 un de ses travaux. Et moi, je suis arrivée à l'IAD et j'ai fait tout l'inverse. Voilà, et j'ai été chercher la comparaison avec lui et je l'ai bien obtenue parce qu'on m'a bien fait comprendre en me regardant en me disant ton père, en gros, il a fait mieux que toi, il serait temps que tu te... Voilà. Et il avait même été écrit dans le journal de l'IAD qu'il y avait la fille d'Emmanuel Préviner qui était dans l'école parce qu'ils avaient un petit encart où on mettait les anciens. Enfin, c'était n'importe quoi. Non, ça fait vraiment comme dans les stories à l'américaine. Les gens me rencontraient et me disaient « Ah, c'est toi !» On nous a parlé de toi, un autre cours était là et tu fais « Ok ». Mais je pense que j'étais venue chercher ça
Et je me le suis bien pris dans la gueule, parce que l'IAD, on est 100 au début de l'examen d'entrée, on est 20 au début de la première année, et puis ils en virent la moitié à la fin de la première année. Okay. Donc c'est très, très, très intense comme sélection. Et au bout d'un an, je suis passée vraiment par J'avais 7 examens de repêche, j'avais des 3 sur 20, enfin, c'était n'importe quoi. Et il y a un prof qui est venu me dire... T'es vraiment passé par le trou de la serrure, je ne sais même plus comment on dit, mais bref. Et si tu continues comme ça l'année prochaine, tu ne seras pas là. Et donc là, j'ai dû un peu recalibrer le pourquoi, ma motivation, quoi. T'avais l'impression que t'as entrepris un peu ces études, tu vois, pour prouver à quelqu'un ou à quelque chose, à toi-même peut-être. J'en ai aucune idée, vraiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ces études-là. Mais en tout cas, t'avais envie. C'était un peu tracé pour moi, et il n'y avait pas trop d'études. On avait histoire du cinéma, on avait histoire de l'art, on avait voilà. Mais on avait aussi escrime, aikido, chant, voix, et voilà. C'était une expérience de vie. Et je regrette pas. J'ai eu des moments excessivement difficiles parce que tu es des études de théâtre, ça dépend énormément du groupe dans lequel tu tombes et des profs que tu rencontres. Ouais. Et t'as des profs qui peuvent te détruire. Moi, j'ai des profs qui m'ont détruit, où je sortais du cours, je m'étais sentie humiliée pendant 45 minutes et je résistais pour ne pas envoyer ma voiture dans le décor, tu vois. Et j'étais vraiment au bord du suicide à cause d'un prof. Et il y en a plein comme ça. Et tu peux sortir d'études de théâtre complètement démolies parce que t'es dans une phase charnière de ta vie et que tu te mets en première ligne et que c'est toi qu'on juge. Et quand on te dit que t'es une merde, moi, elle me l'a dit. Elle m'a dit, n'espère pas faire carrière dans ce métier. Elle m'a dit ça devant toute ma classe. N'espère pas faire carrière dans ce métier, mais t'inquiète pas, t'auras ton diplôme. Je suis en deuxième année ou en troisième année à ce moment-là. Je suis ras des pâquerettes, quoi. Je me sens pas bien. Voilà. Après m'avoir humiliée devant ma classe pendant 45 minutes, quoi, pour une impro que j'arrivais pas à faire. Et donc, tu sors de là, tu te dis, putain, je suis une sous-merde. Voilà. Et puis à côté de ça, t'as des profs extraordinaires qui vont changer ta vision du théâtre, du monde, de tout ce que tu veux. Ou à un moment donné, on a une prof, c'était incroyable. Elle est arrivée dans notre classe, elle s'appelle Véronique Dumont. Et elle nous a dit, on va faire les tragédies antiques. Donc, tu sais, hyper formel. Et si vous voulez des pouvoirs magiques, vous les avez. Et donc, en un coup, sur scène, c'était mais tu vas l'étrangler à distance. Et donc, c'était et lui, à 10 mètres de moi, et je l'étrangle à distance. Et en un coup, elle avait libéré une joie de l'imaginaire, de l'imagination, de tout le travail qu'on peut faire, toutes les histoires qu'on peut raconter en réveillant des graines chez les autres. Et ça, c'est magique. Ou un autre prof qui était bourré non-stop, qui était vraiment très lourd. Oh, on adore. Voilà. Ouais. Mais qui m'a appris à le 4e mur. Tu vois ce que c'est le 4e mur, donc c'est cet espace où tu vois pas le public. Il n'existe pas en fait. Et il m'a appris à aller, avant chaque représentation, m'asseoir dans le public, comme il déposait ma conscience, et monter sur scène après. Et donc, si tu veux, le 4e mur, il était là, mais en fait, il n'était pas là. Et je me projetais, mon attention était portée... Généralement, tu as le 4e mur, et donc on essaye d'oublier ce qu'il y a au-delà du 4e mur. Exactement. On l'ignore. Et en fait, il m'a appris que non. Il faut surtout pas l'ignorer. Il faut être excessivement conscient de ce qui se passe de l'autre côté du mur, parce que c'est comme monter un cheval. C'est une monture. Et donc, j'avais un monologue où je devenais folle et où j'étais seule pendant un quart d'heure sur scène. Et je savais une demi-seconde à l'avance où était le public. Et donc, j'enchaînais pour le tenir. Je tenais le public comme on maîtrise un cheval, quoi. Et à la fin d'une représentation, il pouvait venir me dire, là, t'as mis une demi-seconde de trop, et je le savais. Et donc ça, c'est des sentiments absolument hallucinants que tu retrouves avec le théâtre de rue, parce que mes premières expériences de théâtre de rue, j'ai cru que j'en referais jamais. On a terminé la représentation, j'étais toute seule. Parce que le public de théâtre de rue, il en a rien à foutre de ce que tu as à proposer, il a bien mieux à faire que de t'écouter. Il n'est pas du tout captif, il n'a pas du tout fait le chemin jusqu'à toi, il n'a pas payé pour entrer et les portes ne sont pas fermées. Donc globalement, si tu l'emmerdes, il se tire. Ou il parle, ou il... Voilà. Et puis tu vas avoir le type bourré qui va débarquer, qui va essayer de te parler, tu vois, il y a plein, voilà. Et donc, il ne peut pas y avoir de 4e mur en théâtre de rue. Et donc, c'est là que tu commences à trouver une vraie communion avec le public,
Parce que tu es vraiment avec lui et tu ressens son émotion et tu construis sur son émotion. Et ça, c'est magique, quoi. En t'entendant parler, j'ai aussi fait un peu de théâtre et tout, en secondaire. Et ce que j'aimais le plus dans le fait de performer, c'était le fait d'être sur scène et de lâcher prise. Et de vivre complètement l'instant présent. Et lorsque tu arrêtes de lutter, parce que tu vois, tu as une série d'attentes envers toi-même, envers ce que la pièce devrait donner, envers ton metteur en scène qui te dit toute une série de directions. Mais lorsque tu vis l'instant présent et t'es juste là avec le public, et comme tu dis, tu vois, t'es avec eux, tu fais pas rempart face à qui ils sont. Et j'ai l'impression que c'est des années d'entraînement pour acquérir juste ce petit instant où en fait, tu fais une préparation en amont qui est monstrueuse, mais lorsque tu es sur scène, eh ben, tu lâches prise complètement, quoi. Mais tu as raison dans le sens où ce qu'on ne nous apprend pas dans les écoles de théâtre, c'est se lâcher prise et on est très, très centré sur ce qu'on fait. Et donc, on devient ce qu'on appelle des comédiens volontaristes où, en gros, tu te fais mousser. Tu peux aller jusqu'à te mettre en transe, tu te mets dans un état second, tu es dans une espèce de souffrance. Et pour moi, dans le lâcher-prise, il y a du plaisir. Même quand tu joues une émotion triste, en fait, c'est du plaisir. Et à partir du moment où tu souffres vraiment, c'est désagréable pour tout le monde, en fait. Tu as fait une espèce de démonstration de pathos, mais c'est vrai. Ouais. Et super, tu sais te mettre dans un état second, hurler, parce que souvent on crie au théâtre, on crie beaucoup au théâtre. Ouais. Ça fait bien, ça donne voilà. Mais, ça fait bien. Mais c'est vrai. Beaucoup de choses à... Non, mais j'ai... par rapport au théâtre, ouais. Il y a du théâtre que j'aime vraiment beaucoup, ouais. Et il y a beaucoup de théâtre que j'aime vraiment pas du tout. J'ai vraiment un problème avec le théâtre alors que j'aime vraiment beaucoup ça. Mais tu sais, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu disais un truc aussi extrêmement touchant, c'est que tu peux, au début, durant tes études, tu te retrouves à un moment charnière de ta vie parce que ton identité, elle se crée. Tu te construis en tant que personne. Et j'ai l'impression que dans le monde du théâtre, il y a beaucoup d'ego et tellement d'ego que certains profs s'amusent à casser certains élèves, certains étudiants, par pur plaisir ou peut-être, je sais pas, parce que ça a toujours été comme ça ou qu'eux-mêmes l'ont subi ainsi. Et il y a un manque de bienveillance. Quand je parlais à certains amis du monde du théâtre, c'est fou combien... voilà, je sais pas ce que toi t'en penses, mais... Écoute, j'ai habité à Bruxelles pendant 4 ans, dont 2 ans après mes études. Et pourtant, j'ai des amis comédiens, hein, mais... et je suis rentrée à Liège parce que je ne supportais plus la personne que j'étais en train de devenir. Ok. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un café bruxellois, la table de comédiens, tu la repères tout de suite, c'est celle qui fait le plus de bruit. Et ça devenait insupportable parce qu'en effet, quand on fait un métier artistique, on a tous un ego, j'en ai un aussi. Et je considère qu'une grosse partie de mon énergie doit être dépensée à tenir cet ego à sa place. Et que le milieu du théâtre est tellement compétitif que les égos, il n'y a que ça. Il n'y a que des égos et des égos blessés. Et ça ne fait pas de nous des beaux êtres humains. Et ça ne fait pas de nous des bons raconteurs d'histoires. Mais vraiment, parce que... Et alors après, là, tu rentres dans mes théories à moi sur le théâtre. Vas-y, balance, Caroline, balance-moi les théories. Non, mais pour moi, il y a eu un problème fondamental dans le théâtre quand il est devenu une profession. C'est-à-dire qu'il y a une vocation cathartique au théâtre, donc expurger des émotions négatives pour que quand tu les rencontres dans ta vie, donc tu les as vécues, tu les as explorées sur une scène de théâtre, et quand tu les rencontres dans ta vie, c'est comme si tu les avais déjà répétées. L'exemple type, c'est Oedipe, ou Édipe, comme vous voulez. Tu le suis jusqu'au bout, t'es à fond dans toutes les actions qui suivent, et puis à un moment donné, t'étais à fond avec le héros, et tu te rends compte que le héros, il a tué son père, il a baisé sa mère, et il a détruit le monde, quoi, en Exactement. gros. Et ça, c'est cathartique. C'est le principe même de la catharsis. Et le théâtre, c'est pour ça qu'il a été inventé, c'est pour ça qu'il existe, pour connecter les individus, décider de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, et expurger des passions, pour être un meilleur citoyen dans la société. À partir du moment où le théâtre est devenu quelque chose que des gens faisaient de manière professionnelle,
je pense qu'ils ont arrêté en partie de chercher à raconter des histoires que la société avait envie d'écouter. Ils ont cherché à, eux, explorer plus loin des histoires qui les intéressaient, eux, qui leur parlaient à eux. Et donc, on n'a plus d'empathie pour le méchant. On ne développe plus ces personnages nécessaires, cette catharsis, etc., etc. Et moi, je pense que c'est là qu'on a perdu. On est devenu dans la forme, on est devenu dans l'esthétique, dans le choc, dans la provocation. Mais pour moi, l'essentiel, c'est la catharsis. La voix dans ta tête, maintenant. Il y a de la lumière chez le voisin. C'est pour moi de la catharsis, c'est-à-dire que tu suis un couple de voisins qui se rencontrent, qui tombent amoureux, qui ont un enfant. L'enfant s'en va. L'histoire, elle est hyper basique. L'enfant s'en va, tout ça est muet. Les deux protagonistes font des plans. Ils peuvent enfin recommencer leur vie parce que l'enfant est parti. Et à ce moment-là, il y a le mari qui tombe malade. Et c'est les 5 dernières minutes du spectacle. Donc, on t'a fait rire. Tu sais pas trop où on t'emmène pendant 20 minutes, 25 minutes. Et les 5 dernières minutes du spectacle, c'est le type qui tombe en morceaux. C'est sa femme qui essaye de le recoudre, qui n'y arrive pas et qui doit lui dire adieu. Waouh, intense. Et donc, on te fait rire, on t'amuse, on te machin, on te bazar. Et puis, bam, on t'emmène complètement ailleurs. Et tu te prends un mur et tu te prends des émotions cathartiques du moment où tu vas perdre celui avec qui t'as fait ta vie et tu croyais que c'était le bon moment. Et voilà. C'est hyper basique. C'est muet, c'est enfantin. Mais les gens pleurent dans la rue. Et t'as des gens qui viennent te dire après, vous avez réussi à mettre des mots sur ce que je suis en train de traverser et que je sais même pas, des mots, des images. Et je sais même pas comment vous avez fait. Et t'as des gamins qui viennent te faire des câlins et puis qui repartent en courant parce que t'as réussi à créer un moment cathartique. Un moment où tous les gens dans la rue, là, ont partagé une émotion éminemment humaine qu'ils vont tous vivre, qui les concerne tous ensemble. Et pour moi, c'est ça le théâtre. Ouais. Et quand on n'est pas là-dedans, c'est qu'on s'occupe de son ego. Mais vraiment. Ouais. Je pense que je suis d'accord avec toi. Hein, j'étendrais même ça à tout domaine artistique. Hein, c'est que quand finalement tu crées une série de contenus et tu nourris. Moi, en tout cas, ce que j'admire le plus dans les artistes que je suis, c'est que lorsqu'ils sont capables de profondément, tu sens qu'ils nourrissent un besoin. Ils nourrissent leur besoin de lâcher prise, de légèreté, parfois de sens, de direction, de but. Parfois, ils retrouvent leur besoin de justice. Ils sont dans une énorme tristesse, dans une énorme colère, dans une énorme peur. En tout cas, ils traversent une série de sentiments et d'émotions et ils arrivent, à travers leur art, à partager ce qu'ils vivent. Et c'est touchant parce que il n'y a rien de plus universel que des émotions et des besoins mal nourris. Et donc, du coup, peu importe ton histoire, mais tu vas connecter. Et c'est sans doute ce que tes spectateurs, durant Il y a de la lumière chez le voisin, ressentaient à la fin du set, quoi. Il y a un truc à observer sur le théâtre, mais après, c'est vraiment des opinions qui ne concernent que moi, et je sais qu'il y a plein de gens qui ont des opinions très différentes, et tant mieux. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Et je partage là vraiment mon expérience et ma vision du Brol. C'est que si tu regardes le théâtre, il a des grands soubresauts comme ça, et c'est généralement à des moments où l'humanité a traversé quelque chose de vraiment terrible. Ouais. Et entre autres, après la Deuxième Guerre mondiale, après, tu as des espèces de mouvements comme ça, idéologiques, et d'essayer finalement de se retrouver dans des lieux physiques, et pas des restos ou des terrasses, qui peuvent être aussi importants, mais voilà, pour redéfinir en fait les limites de ce qui est humain et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est collectif et de ce qui ne l'est pas, voilà. Et donc, le théâtre a une place à jouer dans ce qui va suivre, parce que là, on va sortir d'une grosse crise et que la société est en chantier. Mais je pense que le combat du théâtre, il ne va pas se passer dans les salles de théâtre, par contre. Il va se passer dans le théâtre de rue, ou il va se passer sur les podcasts et dans le domaine digital, parce que je connecte vraiment beaucoup les deux. On est sur des mêmes temps de production, on est sur un même travail de l'imaginaire. L'auditeur fait la moitié du chemin, comme sur scène... le spectateur fait la moitié du chemin avec son imaginaire, et que le théâtre va se découvrir des nouveaux espaces dans le monde digital avec le podcast, quoi. Ce qui m'amène finalement à ce moment
du podcast. C'est que octobre 2018, j'imagine que c'est ça. Ouais, quelque chose comme ça. Tu crées avec des co-auteurs géniaux apparemment, Doulange, un podcast thriller fictif qui te prend quelques mois, non ? Vous l'avez écrit en peu de temps ? On a rendu un dossier en mai, je crois. En juin, on était repris. Et en octobre, on diffusait. On a tout écrit et tout fait en 4 mois, je crois, max. C'est ouf parce que, du coup, pour nos chers auditeurs qui ne connaîtraient pas Doulange, allez checker ça. C'est l'histoire. On suit Charlotte, qui est une journaliste, qui va donc dans sa ville où elle a grandi, qui s'appelle Doulange, et qui mène toute une série d'investigations par rapport à son histoire, l'histoire de sa mère qui est décédée. Et je vais pas spoiler, parce que c'est donc une histoire de moult secrets, et c'est très prenant. Et j'ai pas l'habitude, pour être honnête avec toi, Caroline, d'écouter des podcasts fictifs, parce que genre mes podcasts, c'est souvent des trucs détente, rigolos, très ricains, discussion, tout ça. Et donc du coup, j'avais cette impression géniale que je matais une série. Hein. Ça me fait plaisir. Bah, je te jure, c'est vrai. Et je matais une série et que donc je suais et tout, j'étais là pas bien. Et j'étais là, mais non, mais qu'est-ce que c'est ? Et c'est hyper intimiste parce que tu fais qu'écouter. Et donc je vivais mes angoisses et mes terreurs. Et j'étais super fort dedans. Écoute, ça me fait fort plaisir. Ah là, mais comment t'es venue l'histoire en fait ? Est-ce que Charlotte, en plus c'est toi qui interprète c'est moi qui interprète Charlotte, ouais. Mais je t'avoue que c'était un moment excessivement particulier dans ma vie. J'avais rendu un dossier pour avoir des subsides pour créer une pièce de théâtre qui s'appelait Dodol, qui était sur un vaudeville, sur une gonzesse qui se faisait livrer par erreur dans un monde un peu dystopique les dolls hyper réalistes, donc c'est des poupées gonflables mais ultra réalistes, une doll mec quoi, et qui se retrouvait coincée avec cette doll qui prenait de plus en plus de place et d'indépendance. Et j'avais le poche qui était dessus et tout, on avait demandé des subsides, j'avais 30 000 € de copro sur la table et on les a pas eu. Et à ce moment-là, je tombe enceinte aussi. Ok. Et donc je me dis, ma carrière est finie. Je viens de bosser pendant 2 ans sur cette pièce de théâtre. J'avais 30 000 € sur la table, on m'a refusé mes subsides. Maintenant, je suis enceinte. Qu'est-ce que quoi ? Je veux dire, je vois pas qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Et donc, grossesse difficile, ma fille naît et ma vie est à l'arrêt. Je suis quand même relativement à l'arrêt au niveau de ma carrière professionnelle et j'arrive pas à écrire un nouveau spectacle de rue. J'avance plus, quoi. Tu rames. Je rame et je suis en dépression, je pense vraiment. Ça n'a plus de sens. Je sais plus quoi faire, quoi. Et surtout que je croyais vraiment à ce projet. Et d'ailleurs, je vais trouver le moyen de le faire en podcast parce que voilà. Mais donc je suis vraiment mal et je sais pas quoi faire et c'est la panique intérieure et voilà. Et j'ai un bébé dans les bras qui a des coliques, qui pleure non-stop et moi je suis pas du tout, j'ai pas du tout eu l'instinct maternel. J'ai pas, je dirais pas que j'ai une dépression postpartum, mais j'étais déjà en dépression. Mais voilà, c'était vraiment très très dur. C'est ouf déjà de pouvoir mettre les mots là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est un énorme tabou. Enfin, tu vois, comme jeune mère ou mère. Tu vois, après ton premier enfant, d'avoir ce moment de... Ben oui, t'es pas tout le temps hyper heureuse. Non, mais et je vais même aller plus loin. C'était tellement difficile. Moi, j'étais pas sûre, je vais parler que pour moi, d'un jour l'aimer. Je l'aimais pas. J'ai pas eu ce truc de... On m'a présenté mon enfant et ma vie en un coup avait du sens. Je suis quelqu'un qui a de l'ego, je suis quelqu'un qui a envie de réussir dans la vie, je suis quelqu'un qui a besoin d'exister de manière indépendante. Il était impossible pour moi de m'abandonner dans un enfant, même un tout petit peu. Et donc... Et j'imagine que tu te sens coupable. T'es pris, toi, de remords, de ressentir même non seulement t'es pris de remords, mais tu te demandes si t'as pas fait la plus grosse connerie de ta vie. Oui. Parce que cet enfant, il est là maintenant. Et lui, il a rien demandé. Mm-hmm. Et j'avais... Mon papa a beaucoup réussi dans la vie, mais il a réussi au prix de beaucoup de choses, dont beaucoup sa relation avec moi. Et je suis très fort comme mon papa. Et
donc j'ai mieux compris ce qui lui arrivait à lui quand moi j'étais là, mais j'avais surtout pas envie d'imposer ça à ma fille parce que moi je sais ce que c'était. Et donc ça a été un moment, un espèce de tourbillon, la perfect storm comme on dit en anglais. Et où tu te dis, oui, je viens peut-être de faire la plus grosse connerie de ma vie et de la sienne. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai appris à la connaître et qu'en fait, elle est géniale. mais sur le moment, à qui est-ce que tu veux dire, je suis pas sûre que j'aime mon enfant? Je suis pas sûre que je vais arriver à l'aimer. C'est extrêmement tabou. C'est super tabou. Personne ne le dit, ça. Mais je suis désolée, à moins d'en fait avoir un instinct maternel absolument énorme, quand t'as faut le dire, t'as une larve qui hurle toute la journée. Toute la nuit. Toute la nuit, qui t'empêche de dormir, et tu sais pas où t'es dans ta vie à toi. Je veux dire, quel amour est-ce que tu développes si en effet t'as pas eu cette révélation au moment où l'enfant naît? Bah, t'es mal, quoi. Voilà. Après, t'accuses toute la société, les films, de t'avoir menti parce que t'es là. Mais non, mais c'est pas ça. Mais complètement. Et c'est vrai que moi, j'ai eu une grossesse excessivement difficile et j'ai détesté ça. Et je le dis. Et j'ai des gens qui ont déjà mal réagi au fait que je disais ça ou au fait que je dise ça a été vraiment difficile et j'étais pas sûre que j'allais arriver à l'aimer. Il y a des gens qui me disent mais tu peux pas dire ça. Et quoi, tu vas dire ça à ta fille? Je vais lui dire la vérité, oui. Que ma mère, elle, quand je suis née, elle a eu la révélation de sa vie, mais que pour le même coup, ça va être comme moi et ça va pas être si évident que ça. Mais que ça va aller, quoi. Oui, je vais lui dire. Mm-hmm. Et pour repartir sur l'histoire de Doulange, après cette parenthèse, j'ai une amie qui s'appelle Malvine, qui vient rencontrer mon bébé, comme on fait des visites où tu vas rencontrer le bébé. Nouveau-né, voilà. Évidemment, les petits cadeaux. Et voilà, et qui me dit est-ce que tu as vu cet appel à projet de la RTBF? Et je dis pour le podcast, oui. Elle me dit tu devrais rendre un truc. Et je réponds je sais même pas ce que c'est un podcast. À l'époque, je connaissais le mot, mais voilà, je dis non, je vais rien rendre. Elle me dit si, je suis sûre. Tu auras une idée. Et ils font des super podcasts aux États-Unis d'horreur. Et elle avait planté une graine, quoi. Mais moi, il me faut pas beaucoup plus que de foutre une graine dans mon cerveau pour qu'il, d'une manière ou d'une autre, je peux pas m'en empêcher. Et il s'est allumé, quoi. Et donc, je me dis non, mais mon cerveau, il est lancé, c'est fini. Et donc, je tape 40 idées sur papier. Je brainstorm, quoi. Et puis, je pitch les 40 idées à mon mec. Ça prend 1h30. Le mec, il en peut plus à la fin. Chacune des 40... je lui ai fait les 40 idées, quoi. Attends, mais c'était genre 40 semi-synopsis ou début de... 40 concepts. 40 concepts, ok. Je pourrais faire ça, ça pourrait être ça, et alors à ce moment-là, il se passerait ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et 40 concepts de podcast, de fiction. Et il en retient 4. Il t'a fait une synthèse, c'est incroyable. Moi, avoir des idées, il suffit que tu me donnes un truc, j'ai des idées. Le problème, c'est de savoir laquelle est la bonne. Et après, de m'y investir. Sur ces 4 idées, j'ai dit sur laquelle est-ce que j'arrive à développer plus rapidement quelque chose. C'était cette idée de thriller journalistique. Et puis j'avais toujours mon bébé. Et on allait chez son ostéopathe. Et on est passé au pied des tours de Doulange, de Tihange. Et je me suis dit, j'ai vu toutes ces maisons au bord, j'avais jamais été aussi près. Je me suis dit, mais c'est qui ces gens qui vivent à 50 mètres de ce truc, quoi, qui mangent leur petit déjeuner avec derrière des tours en béton incroyables d'une centrale nucléaire, quoi. Ce truc qui normalement fout les jetons à tout le monde que t'as pas envie d'avoir dans ton jardin, quoi. Et les gens, ils sont des centaines et ils vivent là. Je dis, mais c'est qui ces gens? Et du coup, en un coup, les deux éléments sont connectés. Le thriller journalistique found footage et Doulange, enfin, futur Doulange. Et puis là, j'ai été voir Katia Lanero Zamora, qui est une romancière qui bossait ici, qui était en secondaire avec moi, mais on n'était pas potes à ce moment-là et on s'est retrouvés ici. Dites-moi que vous étiez ennemis. On n'était pas ennemis, mais on se parlait pas, quoi. Ok, juste. Ouais. Voilà. Ça aurait été quand même plus drôle que ça. Ça aurait été beaucoup plus drôle. On recommence. Alors, on se détestait. Mais genre, je lui faisais ah ouais, non, mais je lui ai fait ces coups de pute de fou, quoi. Ouais. Mais donc voilà. Et elle bossait à la RTBF à ce moment-là, dans un autre service.
Et puis j'ai été voir un autre pote qui s'appelle Mathieu Debatty. On a développé une idée ensemble et puis on a déposé un dossier. Je l'ai écrit avec ma fille. Je l'ai écrit à une main avec ma fille qui hurlait dans mes bras de l'autre côté, qui avait 1 mois et demi, 2 mois. Et on l'a rendu à 1 minute près. Oh, c'est beau. C'est les histoires de, tu sais, les fame stories. Voilà. Et on a été pris. Aïe, aïe. On a été pris. Le truc de fou. Et puis là, on l'a écrit seulement à Katia et moi. En 1 mois, on n'avait jamais écrit de thriller. On n'avait jamais vraiment écrit de scénario. Donc ça a été un sacré challenge. Et une semaine avant de commencer les tournages, on s'est dit on va quand même le faire lire à un script docteur. Et donc on l'a fait lire à... C'est quoi un script docteur? C'est quelqu'un qui est un expert de scénario, qui va lire ton truc et qui va soulever les incohérences, les problèmes qu'il pourrait y avoir. Et on l'a donc filé à Fred Castado, qui avait écrit une série belge, La Trêve. Je sais pas envie de dire de bêtises, c'est La Trêve ou Ennemi Public, mais je crois que c'est La Trêve. Et il a appelé Katia en lui disant « Bon, je sais que vous avez peu de temps, je te fais la version édulcorée ou j'y vais à fond ?» Et elle lui a dit, elle m'appelle et je dis « Non, il faut y aller à fond parce que s'il y a des trucs de merde dedans, il faut au moins qu'on le sache. Ouais. Il faut qu'on soit au courant, qu'on sache les merdes qu'on diffuse, quoi. » Et il nous a démonté le truc. Mais il avait raison sur toute la ligne, hein, mais c'était... C'est rude, hein, de voir son petit bébé que t'as créé, t'as pondu... Oui, mais on savait qu'il devait y avoir des problèmes. J'étais pas paniquée, mais c'était genre... Il y a des scènes, il avait écrit « Je suis désolée les filles, mais là, je m'emmerde. » Et puis là, c'était... Il nous avait écrit mais 15 000 fois « Causalité, causalité. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Causalité, causalité. » Et il nous avait démonté le brol. J'étais pas traumatisée des critiques parce que s'il y a un truc qu'on sait faire avec Katia, c'est justement mettre son ego de côté. Ouais. Et je préfère recevoir des critiques. Ça me permet d'avancer. Sur le moment, je dis pas que c'est facile à avaler, mais j'aime la critique. Ce qui était compliqué, c'était de me dire, je ne vais pas pouvoir le régler. Parce que par manque de temps. J'ai pas le temps. Ouais. Et donc là, Xavier, qui est le producteur de notre équipe, accessoirement mon compagnon, mais ça, et le père de ma fille, mais ça, voilà. Mais c'est le producteur du podcast. On repousse le tournage. Ouais. Et donc, il nous dit, vous avez besoin de combien de temps? On dit, en 1 semaine, on le fait. OK. Il a repoussé d'1 semaine, tout de la prod. Et donc, on a repris, point par point, toutes ses remarques. Et c'était, quoi qu'il arrive, on doit y répondre. Ouais. Que ce soit, parce que lui, il arrivait avec des nouveaux points d'intrigue qui auraient été top, mais on n'a pas le temps. Donc c'était, quoi qu'il arrive, on doit trouver une réponse à chaque remarque qu'il a donnée. Comme ça, on tient la route, quoi. Ou au moins, on sait répondre à chaque chose. Donc on a fait ça, point par point. On a répondu à tout, soit en réglant le problème, soit en twistant un petit peu à tel ou tel endroit. C'est comme si vous aviez fait presque une hiérarchie des problèmes. Et puis quoi, vous avez fait genre... Pas hiérarchie, c'était vraiment, on répond à tout. Oui. Ah ouais. Ah non, il faut répondre à tout. Il faut en 1 semaine, vous étiez déterminés. Hein. Mais on n'avait pas le choix, sinon le truc tenait pas la route. Et il y a plein de faiblesses dans le brol qui y sont toujours, parce qu'en effet, si on avait eu plus de temps, on aurait pu aller plus loin dans la résolution de ces problèmes. Mais c'était, on répond à tout. Que la réponse soit toute petite, qu'elle tienne pas tout à fait la route, ou qu'on en avait une autre solution super chouette, mais on n'a pas le temps de la faire. Mais en tout cas, on a répondu à tout. Et puis du coup, on est parti en prod. On a tourné en réalité. Donc on était, quand on est dans une cuisine, on est vraiment dans une cuisine, etc., avec un zoom qui était le point de vue des comédiens, qui était le point de vue du téléphone, puisqu'elle enregistre avec son téléphone et c'est du found footage. Et on avait les comédiens qui avaient des micro-cravates pour qu'on puisse récupérer en post-production, si on voulait, des voix, s'ils étaient trop loin, etc. etc. Et une chose qui était importante aussi pour moi, c'est que ça, j'avais dit dès le premier jour d'écriture, on va jamais arriver à faire un dialogué qui tient la route. On a trop peu de temps. Donc moi, je veux pas qu'on fasse de la musique, genre un truc, les comédiens doivent absolument dire ces mots-là, etc. Ouais. Voilà. On veut une intrigue qui tient la route. On veut des enjeux clairs pour les comédiens. Le texte, le dialogue, en gros, je m'en fous. Et du coup, tu sais là où tu veux arriver, plus ou moins. Voilà. Et donc les comédiens avaient la possibilité d'improviser. Ça devait être tellement fun pour les comédiens. Et pour toi aussi, j'imagine. Ouais, sans la cam, juste la voix, l'exercice. L'exercice était hyper particulier, ouais. Mais après, je vais toujours chercher ma bande aussi. Donc c'est gai de bosser. Enfin, on sait bosser ensemble. Et il me faut confiance parce que
parce que je les embarque quand même dans des trucs où... Enfin, souvent, quoi. Donc, c'est important. Enfin, je veux dire, j'avais jamais réalisé de trucs audio avant. C'est moi qui joue le personnage principal. Il faut des gens qui aient confiance dans ce que je propose. Et parfois, diriger des comédiens mecs qui ont 40-50 ans, alors que t'en as 30 et que t'es une petite gonzesse, parfois des anciens profs à toi, c'est délicat. C'est délicat, donc il faut arriver à t'imposer. Parce que tu les mettais en scène et toi aussi, par la même occasion. Ouais. Pour une première ou un premier... C'était pas ton premier projet, mais j'imagine... Mais... Ma première réalisation audio, en tout cas, mais les voisins, il y a de la lumière chez le voisin, je joue dedans aussi. Mais en fait, pour moi, il y a un travail... moi, je fais un travail d'équipe. J'ai une vision, j'ai un objectif, mais on bosse en équipe. Moi, je peux pas bosser toute seule et je fais absolument pas ça toute seule. Donc, si tu veux, l'ingé son donnait son avis de temps en temps sur le jeu d'acteur. Il y a des moments où je retourne en disant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée ? Est-ce que moi, ça va ? Est-ce que vous voulez que moi, je fasse autre chose ? Je mise sur le fait qu'on a plusieurs cerveaux autour de la table. C'est moi qui ai la décision finale. C'est parce que j'ai la vision de l'objectif de l'endroit où on va. Mais pas toujours, mais souvent les interventions sont vraiment les bienvenues, sauf à des moments très très spécifiques où je suis en train de bosser avec un enfant, où je suis en train de bosser avec un comédien qui a des difficultés à trouver le bon endroit. Alors là, par contre, c'est out. Je dois moi trouver le bon brol. Mais voilà, j'embarque souvent mon équipe dans des gros délires et j'ai la chance d'avoir... ce sont des amis et une équipe qui me suit. Qui te comprennent assez rapidement. Oui, qui paniquent pas quand je leur dis on va faire un podcast de fiction found footage du Nord en 3 mois et on va l'enregistrer en réel, mais j'ai jamais fait ça. Ils me disent pas mais t'es complètement taré, mais on va jamais y arriver. C'est ouf parce que j'ai regardé les petites vidéos making of et tout. Et c'est hyper pro, quoi. Enfin, vous avez vachement osé, quoi. Vous avez été sur le terrain, en forêt, nanana. Après, Xavier te dira que c'était... c'est très différent, par exemple, de Terre de Brume qu'on fait là, qui est le podcast de Fiction Fantasy, et où là, on a tout enregistré en studio, et donc on recrée tout jusqu'au bruit de vêtements en post-production, et où ça prend un temps fou. Mais il te dira qu'à l'inverse, Doulange, c'était hyper pénible parce qu'en fait, le son était plein de scories, quoi, que tu peux pas effacer. Et donc, le montage est plus délicat, la création sonore est plus délicate. Mais elle est plus authentique. On arrive déjà à la fin de l'émission. Tu te rends compte ? Ça passe tellement vite. J'avais une panoplie de questions. Une panoplie. Ouais, c'est terrible. Mais je vais un peu tailler... Dans mes questions, j'ai envie d'un peu revenir sur tes mots, qui sont extrêmement touchants, je trouve. Mais tu dis, créer comme entreprendre, c'est avoir une vision, savoir la transmettre et pouvoir y renoncer. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? C'est quelque chose avec lequel je lutte constamment. Mais vraiment. Et c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas longtemps. Je suis absolument insatisfaite de tout ce que j'ai jamais créé. Mais vraiment. Mais dont tu sais que tu n'as pas encore créé, genre, je veux dire, même les idées ne sont pas encore venues, tu vois ? De quoi ? Tu vois, par exemple, tu peux être insatisfaite de choses que tu n'as pas encore créées, mais dont les idées peuvent être là. Non, mais ça, j'ai plein d'idées que j'ai abandonnées et qui sont... voilà. Non, tu vois, Doulange, si je devais le refaire, je ferais tout différemment. Et pour moi, ça, c'est comme dans tout. Mais exactement, mais tu vois, c'est ce truc de dire, mais en fait, je crois que je me trompe et qu'à ce rythme-là, je serai jamais contente. Et j'ai envie d'être heureuse dans la vie, j'y travaille. Mais non, c'est vrai, t'as envie d'être... Un peu comme tout le monde. Mais tu vois, c'est comme, à un moment donné, je me suis dit, comme ce que j'ai dit tantôt, les comédiens, on leur apprend à souffrir sur scène. Et moi, je veux pas souffrir sur scène. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je souffre dans mon travail de raconteuse d'histoire. Et je me l'inflige à moi toute seule. Et en fait, je suis mignonne avec mes visions idéales et donc je suis jamais satisfaite parce que j'y arrive pas. Mais en fait, l'objectif, jamais je vais atteindre ma vision. Et que mon taf, c'est celui bien d'avoir une vision,
d'essayer de tirer tout le monde vers cette vision. Et puis, avec toutes les frictions qu'on a sur le chemin, et c'est ça que je dis aussi, je me rends compte que la poésie, j'adore le seul truc dont je suis assez contente, c'est Il y a de la lumière chez voisin, mais parce qu'il y a une collection de souvenirs qui sont venus s'y coller. Et donc, j'ai fini par accepter tous les défauts du spectacle que je connais. Mais parce qu'il y a des émotions positives qui sont venues s'y coller. Et donc, la poésie, elle est là, en fait. Et si on faisait vraiment ce que j'avais dans la tête... L'accent qui revient. Putain. Yes. Bien noté. Si je faisais vraiment ce que j'avais dans la tête, ce serait moins beau parce qu'il n'y aurait pas la contribution non seulement de la vie, mais de tous les gens qui ont travaillé dessus. Et comme je te disais, moi, je travaille en équipe. Et avec une mauvaise équipe, je fais de la merde. Et avec une bonne équipe, je fais vraiment du bon taf. Et c'est lié à toutes ces frictions que je peux avoir avec eux, avec la création, avec la vie. Et donc, je travaille tous les jours. Peut-être qu'un jour, je pourrais réécouter Doulange, tu vois. Mais là, aujourd'hui, c'est encore... Là, aujourd'hui, ça va pas être possible. Mais, c'est marrant parce que j'avais prévu un autre frère. Non, mais donc voilà. Donc, c'est avoir une vision et puis savoir y renoncer en se disant, voilà. C'est très beau, hein, parce que je pense que c'est le travers de beaucoup de créateurs et d'artistes en tout genre. Mais c'est parce que tu fournis tellement de temps et d'énergie et de moyens et d'investissement en tout genre pour pouvoir aboutir à ce truc qui était dans ta tête que lâcher prise, une fois que c'est là, c'est le plus dur. Et en t'entendant parler, je réalise combien lorsqu'on crée, le plus beau moment, en fait, c'est tout l'espace, tout le moment, on est en train de créer. Et on résout toute une série de problèmes qui surviennent durant ce moment de création, quoi. Moi, tu vois, quand tu crées un podcast ou quand tu crées tout type de contenu, les meilleurs souvenirs, c'est le moment où tu étais en galère, tu étais avec ton associé, tu fais, mec, putain, comment on fait ? Comment on procède là ? Tu vois ? Et tu résous ça, et c'est pas tellement le produit fini. Et donc, y renoncer, c'est ça aussi, quoi. C'est pouvoir se dire, ok, j'ai fait tout ça, mais non, je lâche prise, et on va voir pour la suite, quoi. Tout à fait. J'allais te dire un truc, mais j'ai oublié. Ça m'arrive beaucoup. Ça t'arrive beaucoup ? Ouais. Moi aussi, t'inquiète. Qu'est-ce que t'as envie de dire aux gens qui veulent faire comme toi ? Qui veulent faire... Ah non, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je te le dis vite. Vas-y. Mais c'est vrai parce que tu dis un truc que je trouve très juste, qui est c'est résoudre les problèmes. Pour moi, créer, c'est faire des choix, prendre des décisions. Décider que ton personnage va être grand, petit, qu'il va avoir une compagne ou pas. C'est prendre des décisions. Et mon travail, c'est résoudre des problèmes. Ouais. Dans tout ce que tu fais quand tu crées, t'arrives à un obstacle, tu le résous, t'arrives au suivant, tu le résous. Et ça n'est pas de la science infuse, ce n'est pas magique. C'est prendre des décisions et résoudre des problèmes, tout le temps. Et c'est ça, c'est de là que vient toute la valeur, toute l'estime, la propre considération que tu as en toi-même et en ton équipe, parce que vous vous regardez tous et vous dites, les gars, vous vous rendez compte ? On a parcouru tout ça, quoi. On nous aurait dit, il y a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, qu'on aurait réussi à faire ça. Personne ne se serait cru, tu vois ? Ah, mais après, par moments, moi, ça me file des angoisses, hein, parce qu'être celui qui résout tous les problèmes, c'est celui que tout le monde vient voir. Donc, il y a des moments sur des projets où je peux plus entendre mon nom, tu vois. J'entends Caro et ça fait putain. Encore un, quoi. Et comme je les embarque dans des trucs où, en fait, j'invente en même temps qu'on avance, bah, il y a beaucoup de problèmes à résoudre, quoi. Et ça, mon mec me dit souvent, mais il comprend pas, quoi. Moi, j'arrive quelque part et je dis oui, on le fait. Et lui me dit, mais tu sais même pas comment on va le faire. Je dis, on va trouver. Et alors, à la fois, il admire et à la fois, ça lui fout les jetons parce que putain, ouais, il faut trouver, mais on rame pour trouver, quoi, tu vois. Et donc, c'est une qualité et un défaut d'avoir envie de créer, d'avoir envie de résoudre des problèmes. Ça peut être problématique, quoi. Ça te parce fout que dans t'es les visionnaire, trucs, mais en même temps, t'as pas forcément, tu sais pas comment on va y arriver, non. quoi. T'es au début de la montagne. Oui, et puis on va arriver au sommet, mais je sais pas quel chemin on va entreprendre. Mais suivez-moi. C'est pour ça que je te dis que j'ai une équipe du tonnerre. C'est parce que je leur dis, je sais pas, on verra bien. On trouvera à ce moment-là, et ils me disent OK. Et ça, je te dis, où ils me font confiance, et c'est pour ça que je bosse avec eux, c'est qu'il faut des gens qui te font confiance pour ça, et qui sont prêts à venir suer avec toi quand tu seras dans la merde. Hein.
Mais ouais, globalement, je les emmène dans la merde. Et dans les emmerdes. Mais en disant, on va y arriver. On a déjà joué sous la drache, à monter des tunnels pour y aller à la lumière chez le voisin. Et on est trempés, ça fait 4 heures qu'on est sous la pluie, et on a joué sous le tonnerre et tout. Et on se fait des câlins à la fin. Parce que, putain, c'était cool quand même. Hein. Et alors je les regarde et je me fais, mais dans quoi je vous embarque et vous êtes contents? Mais c'est quoi votre problème dans la vie, quoi? Qu'est-ce que tu as à dire du coup aux gens qui veulent faire comme toi? Qui veulent faire comme moi, qui veulent faire quoi? Qui veulent faire des podcasts, qui veulent créer, qui veulent écrire, qui veulent être des storytellers. Je ne dirais pas le truc de soyez vous-même, soyez authentique. Je ne dirais pas ça. Tu peux utiliser un cliché dans ce podcast. Non, mais je vais pas utiliser celui-là parce que c'est faux. Ouais. Et à l'heure des réseaux sociaux, j'ai jamais entendu un truc aussi débile que de dire soyez vous-même, soyez authentique. Tu veux que je sois authentique sur mon Instagram, tu vas pas t'abonner, hein. Mais non, mais c'est vrai. Donc non. La première chose, c'est quand on veut se lancer dans un truc, on veut toujours être original. Ça ne va pas arriver. Tout a déjà été fait. Tout a déjà été raconté. La seule chose qui va être originale, c'est comment ça passe par ta propre sensibilité. Tu parlais tout à l'heure d'émotions fortes qu'on ressent et que du coup, on essaye d'exprimer pour toucher les autres. Mais c'est là que ça se joue. Toutes les histoires ont été racontées. La question, c'est comment est-ce qu'à travers moi, à travers mes émotions, à travers mon ressenti, elle va toucher quelqu'un. Donc, ne pas essayer d'être original, c'est la première chose. Et en même temps, par rapport au podcast, c'est ça qui est un petit peu compliqué et contradictoire. C'est que il faut trouver sa niche, et il faut trouver comment on est original par rapport à tout ce qui se fait sur le marché. C'est un doux équilibre entre soit original, mais pas genre trop. Pas trop, quoi. Non, mais c'est-à-dire que ça peut pas être... être original dans un podcast, c'est pas ça. C'est que tu dois voir ce qui se fait sur le marché, et s'il y a déjà ce que tu veux faire, laisse tomber. Ça existe déjà. C'est pas la peine. Mais par contre, si tu te rends compte que ce que toi, si tu le faisais à travers ton filtre, ça n'existe pas, alors là, vas-y. Donc c'est plutôt... faut pas chercher l'originalité à tout prix. Et si ce que tu veux faire existe déjà, travaille une autre idée. Il y en aura toujours des idées. Il y en a des milliers, il y en a, voilà. Et justement, je veux dire, quand on a fait Doulange, la première chose que j'ai fait, c'est aller écouter des podcasts de fiction similaires et décortiquer comment ils ont fait. J'ai décortiqué Homecoming, qui est devenue une série Netflix, mais qui à l'époque était qu'un podcast, qui est aussi des enregistrements un peu found footage comme ça. Et j'ai tout analysé. Comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont dû enregistrer. Je me suis dit, c'est impossible que ça ait été... qu'il n'y ait pas un peu d'impro dans ce podcast. Donc, OK, on va faire de l'impro. En plus, ça nous arrange bien parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Mais voilà, c'est d'aller écouter ce qui se passe, de décortiquer comment ils ont fait, de garder ce qu'on aime et de changer ce qu'on n'aime pas. Et de se lancer. Mais il faut vraiment avoir quelque chose à dire, quoi. Sinon, ça sert à rien de parler, quoi. Ouais, voilà. Ouvre la bouche quand t'as quelque chose d'intéressant. Sinon, écoute, quoi. Ça fera du bien à tout le monde que les gens écoutent un peu. Non, mais c'est vrai. Je suis fatiguée des gens qui parlent. Est-ce que tu travailles sur plusieurs projets actuellement. On n'a pas parlé de Love Experiment, mais ça aussi. Et donc, t'as un projet de fantasy, de podcast, qui va sortir quand? T'as une date plus ou moins? C'est en juin. Pour la RTBF. Ah bah ça va, c'est dans pas trop longtemps. Alors. Non. A priori, cet épisode sortira dans quelques semaines. Donc du coup, ce sera un petit peu avant. Ce sera parfait. Petite promo. Ouais. Et ça va être très intéressant. Tu conseillerais les gens d'aller écouter ça? Ouais. Non, n'y allez pas. J'ai vraiment fait de la merde. J'y ai pas du tout mis de vision, justement. Et j'ai déjà complètement abandonné. C'est pas original. Donc, voilà. Si, moi, je pense qu'il y a vraiment un univers qui va rappeler les Harry Potter, les machins, et qui fait plaisir, quoi. Ok, super. Dernière question. Voilà. C'est quoi ton rapport? Le podcast s'appelle À ceux qui osent. C'est quoi ton rapport avec le fait d'oser, toi? Intense ou pas? Putain, elle est trop méta, cette question. Mais mon rapport au fait d'oser, c'est que j'ai toujours très peur. Mais la question de savoir s'il faut oser ou pas, je me la pose pas. J'y vais et puis je vois.
ça crée des traumatismes, parce que parfois je vois que je me plante et je me fais très mal. Et puis après, je dois me débrouiller avec pendant X temps, mais je pense que c'est nécessaire. Tu me poses une colle un peu parce que... Et là, je vais t'allonger ton podcast, mais... non, mais c'est juste on a le time, Caro. C'est juste qu'en fait, si je suis tout à fait honnête, je suis en gros questionnement, par exemple, par rapport à... Je suis féministe. Je me suis toujours défendue, ouais. Genre au point que c'était « oui, mais toi, t'es féministe, quoi », tu vois, je veux dire, voilà. Et bizarrement, depuis un certain temps, je n'ose plus m'exprimer sur la question et je ne sais même plus si j'ose me définir féministe. Donc on n'est pas dans le terme de oser en termes de projet où là je me pose jamais de questions, mais c'est vrai que y a des choses que j'ose plus faire et qui me questionnent beaucoup et sur lesquelles je ferai peut-être un podcast parce que je pense que je suis pas la seule à ne plus oser m'exprimer sur un certain nombre de choses et entre autres sur les réseaux sociaux. Au-delà parce qu'on a tous peur des trolls et qu'on a tous peur de se faire harceler et que je connais, j'ai des gens dans mon équipe qui sont journalistes, femmes, et qui se sont fait harceler et lyncher et pour des choses qui sont en procès, des choses comme ça. Et c'est extrêmement flippant. Mais parce que tout le monde gueule tout le temps, j'ai l'impression. Et que je l'ai répété plusieurs fois, écouter, j'ai l'impression que ça existe de moins en moins, mais du coup, j'ose de moins en moins. Moins on écoute et moins j'ose. Et ça me questionne. Donc, tu me chopes avec cette question-là sur quelque chose qui me questionne. Et le féminisme fait partie de mon identité. C'est pas un truc que je suis devenue avec le temps. Je me suis pas réveillée à 20 ans en me disant la question de la droit de la femme, c'est important pour moi. Je viens d'une famille où mon père a été déshérité. Alors, tu peux pas être déshérité quelqu'un en Belgique, mais tu peux mettre son truc au minimum parce que je suis une fille et qu'il a pas fait de fils et que le nom prévinaire allait s'arrêter après moi. Donc, si tu veux, mon existence était problématique. Et j'ai un petit frère qui est né quand j'avais 25 ans et j'ai des gens de ma famille qui me diront « Ah, tu diras à ton père qu'on est fier de lui, enfin un prévinaire. » Et donc, si tu veux, mon existence, parce que j'étais une fille, j'étais moins. Et j'ai grandi là-dedans. Et j'ai grandi comme ça. Et donc, défendre mon existence et mes droits, et que j'avais le droit de faire la même chose qu'un homme, et que j'emmerde toute autre personne qui me dira le contraire, c'était une question de survie. C'était pas un truc... voilà. Je me suis pas dit, les droits des femmes, c'est important, il faut défendre... voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est très intime et qui est très lié à moi. Et donc, de me réveiller à 36 ans, et de ne plus être sûre que je comprends et que je peux dire que je suis féministe, etc., c'est très troublant. Et je n'ose pas. Et donc, je pense que je suis en train de développer dans ma tête un podcast de discussion où j'écoute et où je vais écouter ce que je ne comprends pas. Au lieu de gueuler quelque chose sur le féminisme, de plutôt aller questionner tous les féminismes. Pour essayer de comprendre cette espèce de multitude de mouvements qui sont en train de se développer, de niches, et qui ont toutes leurs raisons d'être. Je ne doute pas de la raison d'être de toutes les niches, mais du coup, moi, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je suis. Et du coup, je ne sais pas si féministe veut encore dire quelque chose ça, ouais. Dans un sens global. Voilà. C'est hyper touchant ce que tu dis, parce que c'est la réalisation de beaucoup de gens, je pense, hein. De simplement grandir et des choses, des principes ou des valeurs qui sont tellement ancrées en toi parce qu'elle est fonction de ton histoire et tu grandis, tu t'adaptes, tu réagis, tu façonnes le monde en fonction de ça, de ces principes, de ces valeurs, ça devient ton mantra et j'ai l'impression que c'est ça la vie, quoi. C'est arriver à un moment, ou du moins c'est ça la sagesse, c'est parce que tu dis mais tiens, est-ce que ça vaut toujours le coup ou est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que ça mérite pas adaptation et tout à coup t'es dans ta course et c'est une course effrénée et tu ralentis, tu commences à marcher et tu t'arrêtes et tu regardes autour de toi, tu fais mais attends, mais peut-être que je vais devoir faire demi-tour ou même pas demi-tour mais changer de direction et mais en t'entendant parler je me dis que par bien des manières ça aussi c'est oser. Tu vois, c'est oser se questionner, c'est oser se poser et se dire bon ben, si oser c'est
être dans l'inconfort de quelque chose où on doute, eh bien, s'arrêter pour se demander si c'était le bon chemin, ça aussi, c'est oser. Qu'en penses-tu ? C'est pas faux. Ah, Ça pourrait même m'adoucir un peu le cœur, ce que tu viens de dire. Genre que je serais sur le bon chemin, en fait, peut-être. bah peut-être bien. Mais c'est sûr que j'étais pétrie de certitude quand j'avais 20 berges. Mhm. Et que ce que j'ai appris avec le temps, c'est que tout est une question de perspective. Et ça, c'est extrêmement flippant. C'est le plus dur, je pense aussi. Extrêmement flippant. Parce qu'en un coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Mhm. Et ça, c'est... Il y a des faits. N'allons pas dans les fake news, il y a des faits. Il y a la science. Mais il n'y a pas... Non, le Covid, c'est faux. Mais la Terre est plate, de toute façon, on peut en parler. Mais il n'y a pas de certitude dès qu'on touche à l'humain. Et ça, c'est effrayant, quoi. Parce qu'il n'y a pas du coup de... Oui, en effet, tout le monde a un peu raison. Et ça, c'est horrible. C'est la sagesse. Je suis en train de lire La sagesse fait mal, alors. La sagesse, elle pas... fait très mal. Je suis en train de lire le livre de Nelson Mandela et c'est vraiment tout ce qui traverse toute sa vie, c'est ça. Et c'est extrêmement touchant. Voilà, c'est une brique de 900 pages, donc je te le conseille. Je suis dyslexique, en plus, j'adore lire. C'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. Voilà. Je lis 10 à 20 pages de l'heure, donc yes. 900 pages, c'est parfait, j'ai ma lecture de l'année, quoi. Du coup, comment tu écris, tu sais tes scénarios et tu peux lire, c'est bourré de fautes d'orthographe. Ah, mais ça, c'est pas grave, ça. Au moins tu grattes, quoi. Le seul problème, c'est que, donc dyslexique, c'est que j'inverse des lettres, mais que du coup, les mots sont les mêmes. C'est apostrophe EST ou CES, c'est la même chose. Et donc, parfois, c'est simplement que tes phrases ne veulent rien dire. Et donc, t'as des gens qui t'appellent en disant « Je suis désolée, mais je ne comprends pas ce que tu me demandes. » Tiens, Caroline, genre, j'avais mis, la page 3... Est-ce que tu peux mettre dans mon agenda que... Et j'avais mis MAIS au lieu de MET, tu vois. Et donc, ça ne voulait rien dire. Dans les personnes, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ton agenda qui ne va pas? Non, je te demande de mettre quelque chose. Ah, ok. Donc, voilà. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on a poussé la limite de la fin du podcast. Merci, c'était vraiment génial. Non, t'inquiète. De toute façon, tu vas monter. Ouais, je vais monter. Mais j'ai l'impression que tout a été intéressant, là. J'ai pas envie de couper trop. Ok. Moi, je crois qu'il y a des longueurs, tu sais. Ouais. Ouais, mais toi, c'est le monde. C'est pas la même chose, ok? Moi, c'est des conversations longues que les gens écoutent parce qu'ils sont inspirés. Je sais, après. Mais que je peux parler beaucoup quand je veux, donc faut élaguer, quoi. On verra. Mais sinon, écoute, ose élaguer. Vas-y. Merci à toi, Caro, d'avoir répondu présent à cette invitation. Bah écoute, c'était un plaisir. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Bah oui, t'as vu, 1 heure de trajet pour être allé. Le jour de mon anniversaire. Le jour de ton anniversaire. Parlons-en. C'est mes 24 ans. Aïe, aïe, aïe. Je te ferai pas l'affront de chanter. Les amis, si vous en avez pas eu assez avec à ceux qui osent, je vous invite à aller checker déjà les précédents épisodes qui sont sur toutes les plateformes d'écoute. Allez voir les À peu près sérieux, c'est le podcast visuel, disons, des À ceux qui osent, et qui est sur YouTube sous mon nom, ma chaîne, Aubin Ezaguirre, et bien sûr en audio également sur toutes les applis de podcast. Je pense que j'ai tout dit. Non, il faut dire qu'il faut s'abonner et laisser des reviews. Bien sûr, mais ça je le dis dans l'intro. Ok. J'ai dit dans l'intro. Je t'ai pas écouté quand tu parlais, désolé. Excuse-moi. J'ai dit, mais non, l'intro je le tourne après en post-prod, tu vois. Et donc, il y a du des coup, twists et tout. Tu vois, je ferai une petite présentation de toi et tout, ça sera encore quand même. Oh l'enfer. Déjà ce matin, je me suis levée en me disant j'ai pas envie de parler de moi. Et puis maintenant, t'as vu, t'es toute contente et tout, t'as dit j'ai passé un bon moment, tu vois. Ouais. Comme quoi. C'est vrai. Quand on ose dans la vie. Joli. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner également à ce podcast et à la chaîne YouTube, sur l'Insta, à ceux qui osent. Et puis aller checker tout le travail de Caroline, qui est incroyable, que ça soit Doulange, de Love Experiment, quoi d'autre, La Voix dans ta tête, le magazine. Et plein de podcasts de fiction qui vont sortir cette année. Exactement. Et plein de podcasts de fiction qui vont sortir, notamment Terre de brume, Macra, l'esprit curieux, transmission, tout ça. Qui est génial. Ciao tout le monde, à bientôt. Au revoir. Yes. C'est une fin de tournage.